Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est le moment de notre enquête ce matin. Est-ce que vous avez compris effectivement la réforme des retraites ? Pour l'instant, vous êtes sur Twitter en majorité à dire non sur Twitter et Facebook. En revanche, oui, un petit 56%. Donc c'est plutôt. Disons que c'est assez mitigé. Oui, c'est assez mitigé. Ouais, avec. Et puis il y a oui et non. Il y a des auditeurs qui disent oui et non. Oui, on a compris en fait la philosophie de cette réforme. En détail, en revanche, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore complètement compris. Il faut dire que le sujet est plutôt sur la table pour l'instant et qu'il y aura des négociations qui vont démarrer dans un instant. On va essayer de vous éclairer aussi avec nos invités ce matin. Cécile, donc Marie-Françoise Husson, qui est journaliste chef du service Droit et Argent au magazine Notre Temps. Bonjour. Et Henri Sterdignac, qu'on connaît bien, économiste à l'OFCE. Bonjour. Bonjour. Et puis les auditeurs au 0826 300 300. Et Cécile, beaucoup de réflexions. Oui, Daniel qui nous dit on n'a pas besoin de comprendre, on sait que tout ça vient de Macron et ça va pourrir la vie de ceux qui ne seront rien. Pamela nous dit il s'agit de donner un nouveau coup de rabot pour pousser la population vers les organismes privés pour capitaliser sa retraite et encore beaucoup de messages. Oui, c'est ça. On va tout de suite aller au standard avec Serge qui est avec nous de Marseille depuis quelques minutes déjà. Donc Serge, on vous donne la parole. Oui, bonjour. Bon, est-ce que vous avez compris, vous, la réforme des retraites ? Je crois que je l'ai comprise, mais peut-être pas sur le même angle que vous. C'est-à-dire que hier, j'ai posé une question et j'ai pu constater que personne n'a répondu à cette question. J'ai dit, qui a initialisé, qui a induit, de qui vient cette retraite? Alors, un a dit c'était Fillon, l'autre a dit après Macron l'a repris, l'autre que nenni. Parce que voyez-vous, cette retraite est inscrite dans les grandes orientations de politique européenne. Sur la réforme, la réforme, vous voulez dire quoi ? Oui. Donc, l'uniformisation de la réforme, l'uniformisation des retraites. Voilà, c'est simplement ça. Donc, je regarde l'Union européenne jusqu'à ce jour, elle nous propose quoi ? Elle nous a proposé quoi au début ? Voyez-vous, on devait avoir une augmentation du niveau de vie, une augmentation de tout. C'était monde de bisounours. Et je vois quoi ? C'est que maintenant, il faut admettre que c'est le contraire. Donc, on s'est fait avoir. Voilà, ouais. Alors Serge, on va y répondre avec Henri Sterdignac et puis donc Marie-Françoise Husson. D'où elle vient cette réforme, Henri Sterdignac? Cette réforme, chaque gouvernement, on le disait déjà tout à l'heure avec Yves de Kerdrel, il y a eu la réforme déjà avec Balladur à l'époque aussi. On est passé de 10 à 25. Il y a eu un grand nombre de réformes qui ont pour but généralement d'éviter que la part des retraites dans le PIB augmente. Donc ce sont toujours des réformes qui reportent en quelque sorte l'âge permettant le départ à la retraite ou qui diminuent le montant des retraites. Jusqu'à présent, quand même, la situation n'est pas trop catastrophique puisque, grosso modo, les retraités en France ont à peu près le même niveau de vie que les actifs et on reste quand même, il faut le dire, avec un système qui est un des plus généreux du monde. Oui. Donc voilà, par ailleurs, l'Europe fait pression sur la France pour que la France réduise ses dépenses publiques et sociales. Ce que disait Serge, là, et réduise son déficit. Donc, naturellement, l'Europe fait pression pour qu'on réduise les dépenses de chômage, comme on l'a vu, et qu'on réduise les dépenses de retraite. Par contre, l'Europe ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a des systèmes de retraite qui sont extrêmement différents entre la France, les Pays-Bas, la Finlande, etc. Ça, l'Europe ne rentre pas dans les détails. Oui. Marie-Françoise Husson ? Oui, je ne peux que confirmer ce que vient de dire Henri Sterdignac, effectivement, en ajoutant que notre système de retraite est effectivement un des plus favorables d'Europe, et tant mieux, il n'y a aucune raison de se plaindre de ça. Il a été quand même créé à une époque où l'espérance de vie était légèrement différente d'aujourd'hui. C'est vrai que au temps de la libération, quand le système de retraite a été initié, en dehors de quelques régimes autonomes qu'on appelle aujourd'hui les régimes spéciaux, l'espérance de vie tournait, on partait à la retraite à 65 ans et on avait 4-5 ans d'espérance de vie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a effectivement là peut-être une question à voir. Il y a aussi à envisager un déséquilibre entre la population active qui finance les retraites des retraités, puisque contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand on cotise, on ne finance pas sa propre retraite, mais la retraite des gens qui sont pensionnés aujourd'hui. Oui. Donc effectivement, ce sont deux points qui
ont généré un certain nombre de prises, de mesures depuis effectivement la réforme Balladur de 93. Oui, absolument. Avec, Cécile, des réactions, Geoffroy qui nous dit, peut-on arrêter de prendre les gens pour des cons ? Oui, nous avons très bien compris, ça résume qu'il va falloir travailler plus longtemps et toucher moins à la retraite. Et un message au standard 0826 300 300 avec Sylvain qui nous appelle de Pau. Bonjour Sylvain. Allô, bonjour. Bonjour voilà, Sylvain. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et donc je voulais parler d'un système qui existe depuis 1986, au Danemark, qui a fait que la dette publique a été réduite à 20%, que le chômage a été réduit à 4%, que les salaires ont fortement augmenté, puisque notre système social, en fait, il est basé sur des cotisations sur le travail. Or, ce travail a été délocalisé, donc les cotisations ont disparu. Avec le système danois, eux ont réduit les cotisations sociales à 6% seulement et les ont mises sur tous les produits. Donc une TVA à 25%. Oui. Donc on imagine bien que là, tous les produits cotisent, tout ce qui est importé, on achète tout à l'étranger et de cette façon, tout cotiserait et ça remettrait à l'équilibre absolument tout. Oui. Voilà. Alors c'est une piste, on va en parler dans un instant. Vous restez en ligne avec nous Sylvain, c'est intéressant de voir le système danois parce que je crois qu'en plus il y a des choses qui marchent, mais en revanche sur la retraite par points j'ai l'impression qu'en revanche il y a quelques fragilités. Oui. On va voir ça dans un instant. Henri Sterdignac est avec nous, économiste à l'OFCE, Marie-Françoise Dusson, journaliste, et vous évidemment vous avez la parole au 0826 300 300. Avez-vous compris la réforme c'est mitigé. Vous avez compris, Cécile Oh, écoutez, vous allez m'expliquer. Oui, Restez avec voilà, nous. c'est ça. On revient dans un instant, il est 9h27. Contre la vie chère depuis 50 ans. Montant variable en fonction de la taille des sapins. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h30, c'est la suite de notre enquête ce matin. Avez-vous compris la réforme des retraites ? Vous êtes assez mitigé. En revanche, sur les messages, c'est assez clair. Il y a Emmanuel qui nous dit on n'en veut pas de cette réforme qui va encore créer des retraités pauvres. Elisabeth nous dit oui, j'ai compris que le public ou quel que soit le public ou le privé, nous allons être perdants, travailler plus et retraite petite. Et puis nous avons toujours Stéphane qui nous appelle de Pau au standard et d'autres, Sylvain pardon, qui nous appelle de Pau et au 0826 300 300. Il y a Olivier de Bordeaux qui voudrait nous en parler aussi. Oui, qu'on va prendre dans un instant. Peut-être répondre quand même à Sylvain qui était en ligne avec nous, alors qu'il faisait référence quand même à l'exemple du Danemark où on fait reposer des cotisations sur la TVA sociale. Henri Sterdignac, qu'est-ce que ça peut marcher ça ? J'ai deux choses à dire. Oui. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Et que la TVA n'est pas une recette miracle par rapport aux cotisations, parce que la TVA, ça porte naturellement sur le prix des produits. Donc si on augmente la TVA, d'une façon ou d'une autre, ça va augmenter les prix, que normalement, les salariés ils vont réclamer, espérons obtenir des augmentations de salaire, et donc l'impact sur la compétitivité est pratiquement le même entre la TVA et les cotisations sociales employeurs. Il n'y a pas de recette miracle. Et le second point qu'il faut bien comprendre, c'est que la retraite, c'est un droit des salariés, et ce droit, il faut qu'ils le payent. Vous avez cotisé, vous ou votre entreprise, mais ça revient au même, vous cotisez pour votre retraite, donc vous avez un droit à la retraite qui dépend des cotisations, et la retraite, naturellement, doit être payée par des cotisations et non pas par un impôt qui peut pas financer une prestation qui favorise, qui bénéficie aux salaires, qui dépend des salaires. Donc, naturellement, la retraite, c'est un choix. J'accepte d'avoir un peu moins de salaire pour avoir une retraite plus décente et garantie. Oui, bon, voilà. Et puis, alors après, ce qui inquiète beaucoup et ce qui revient, on l'a vu avec Cécile sur les réseaux sociaux, c'est la valeur du point. Parce qu'on se dit que demain, Marie-Françoise Dusson, cette retraite sera calculée, elle sera par point, a priori, si ça passe. Absolument. Et c'est la valeur du point, quoi. Qui va en décider, en juger, voilà. Donc là, il y a de l'inquiétude. Elle est fondée ou pas ? Alors, j'ai pas apporté ma boule de cristal. Non, bien sûr. Donc, qui va décider de la valeur du point ?
En théorie, d'après ce que dit le haut-commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, ce sont les partenaires sociaux. Après, avec tous les aléas qu'on peut imaginer, puisque voyez ce qui s'est passé, par exemple, pour la réforme de l'assurance chômage. Donc ça, c'est une chose. Et la valeur du point dans 20, 30 ou 40 ans, personne ne peut la connaître. Si on s'achemine donc vers un système à points, on s'acheminerait vers un système plutôt à la suédoise, où on a vu au moment de la crise économique de 2008 qu'il a fallu de toute façon que le gouvernement intervienne, parce que sans ça, les retraites auraient considérablement baissé. Donc, il y a quand même un gros flou autour de cette valeur du point qu'on ne connaît pas. Pour l'instant, il y a une valeur de travail du point qui est fixée, je crois, à 5,50 €, sachant qu'il faut cotiser 10 € pour accumuler un point. Donc à partir de là, tout est ouvert. Oui. Et on continue notre appel au standard. Merci Sylvain de nous avoir appelé avec Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Olivier, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci. Oui. Alors, la retraite à points, là, c'est une vraie escroquerie. Déjà, on essaie de nous vendre un déficit qui n'en est pas un, il faut rappeler quand même à tout le monde, et ça se dit pas beaucoup, c'est dommage, qu'on a un fonds de réserve des caisses de retraite, entre ce fonds de réserve et la CADES, qui s'élève à 150 milliards, c'est-à-dire bien au-dessus du déficit qu'on brandit partout. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on veut nous faire crever au travail. Ça va pas être possible non plus. C'est-à-dire qu'on veut nous faire bosser plus longtemps, comme si notre espérance de vie, on l'avait pas justement gagnée parce que on avait un système de retraite. Et ensuite, on veut tuer la pénibilité en stigmatisant les gens qui travaillent dans des conditions pénibles. Moi, j'ai travaillé en décalé toute ma vie. Je sais que ça va avoir un impact sur mon espérance de vie. Je demande à avoir une reconnaissance de ce point de vue-là. J'ai pas envie de stigmatiser les cheminots parce que le gouvernement Macron a envie de mettre la main sur cette manne d'argent. Ceux qui nous demandent de nous serrer la ceinture, ils ont adopté les bretelles depuis un bon moment quand même. Moi, je note que la répartition des richesses, elle pourrait régler un certain nombre de problèmes. Je note aussi, je fais une parenthèse, mais M. Macron, il a exposé les dépenses de l'Élysée, par exemple. On les voit dépenser de tous les côtés et on nous demande à nous de nous serrer la ceinture. On voit bien, tout le monde est dans la rue, c'est du jamais vu. Les policiers, les pompiers, les gilets jaunes, ça a été un déclencheur. Mais quand est-ce qu'on va décapiter politiquement, bien sûr, ce gouvernement à un moment donné, il faut arrêter. On voit bien que ces gens ne sont pas représentatifs. On voit bien qu'on a un système démocratique qui ne fonctionne plus. On pourrait régler le problème des retraites tout simplement en payant les femmes à hauteur du salaire des hommes. Il y a des études qui ont été faites par des économistes là-dessus. C'est vrai que ça irait un peu mieux, mais alors ça, c'est pas le gouvernement, ça sont aussi les entreprises, Olivier, qui ont leurs responsabilités. C'est pas les entreprises. Attendez, il y a une loi, il y a des inspecteurs du travail qu'on est en train de faire disparaître en peau de chagrin. On laisse pas les gens faire leur boulot. Je peux vous garantir que quand ils veulent nous prendre de l'argent, ils savent faire marcher la loi, le 49.3, etc. Mais quand il s'agit à un moment donné de mettre l'égalité dans le pays, c'est-à-dire par exemple les femmes au niveau des hommes en termes de salaire, sachant que ça réglerait le problème des cotisations, là il n'y a plus personne. Est-ce que ce serait complètement... Oui, Olivier, Henri Sterdignac, qui est économiste, peut répondre à l'OFCE. Est-ce que ça réglerait, d'une part, c'est pas si évident que ça, parce que c'est quand même, il faut appuyer sur les entreprises pour qu'il y ait cette égalité. Et est-ce que ça réduirait le problème des retraites ? Bon, je vais dire autre chose. Bon, d'abord, c'est vrai que nous avons 150 milliards de réserves. Et donc, le discours selon lequel on laisserait une dette sociale fabuleuse à nos enfants, ou l'idée que actuellement les retraites sont financées à crédit, c'est complètement faux. Effectivement, on a accumulé... Vous avez raison, Olivier. On a accumulé 150 milliards par avant, et certaines professions ont accumulé beaucoup. Ensuite, bien sûr, on est tous pour l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Malheureusement, il y a des questions de compétitivité, donc les entreprises vont vous dire... on ne peut pas parce que ça nous coûterait trop cher. Et donc, c'est là où on coince. Les entreprises, elles ne veulent pas augmenter les salaires des femmes, bien qu'effectivement, c'est important. Et il y a un point qui est très important, mais qui concerne directement l'État. C'est les professions à majorité féminine. Il y a un grand nombre de professions où il y a beaucoup de femmes,
les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile. Et ces professions actuellement sont déconsidérées, dévalorisées, alors que c'est des professions qui demandent beaucoup de qualité, aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. Et donc, si effectivement on revalorisait toutes les professions à dominante femmes, effectivement, d'abord, ça serait bien pour l'égalité homme-femme, ça serait bien au niveau social, parce que ce sont des métiers indispensables et il faut que les gens se tournent vers ces métiers, les hommes et les femmes, et puis ça arrangerait un peu le système des retraites. Oui, et Marie-Françoise Husson, est-ce que quand on regarde sur le principe ce que dit le gouvernement en disant il faut que ce soit une certaine uniformité et de l'équité, on se dit oui, sur le principe il n'a pas tort. Après, dans les faits, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Quel gouvernement va vendre une réforme en disant qu'elle est inique et injuste, franchement. Non. Il faut quand même. Bon. Alors, je rebondis sur le problème des femmes, justement, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Ça fait partie des catégories qui, effectivement, redoutent le plus la mise en place de cette réforme parce qu'elles auraient aussi beaucoup à perdre. Et il y a quand même un problème autour de la situation des femmes et de la réforme des retraites qu'il faut mettre sur la table. Et il y a beaucoup de craintes aussi à ce niveau-là. Qui font qu'effectivement, on ne sait pas où on va. Et on peut aussi parler, par exemple, des craintes des enseignants ou des fonctionnaires en général, à partir du moment où on dit toujours, puisque il y a quand même aussi beaucoup d'idéologie derrière tout ça et la volonté de monter les catégories de population les unes contre les autres. Donc en parlant des fonctionnaires comme d'ignobles, privilégiés, etc. Il n'empêche qu'il y a un moment où il faut que les choses soient mises sur la table et non, les fonctionnaires ne sont pas des catégories plus privilégiées que d'autres. Alors, il y a quand même peut-être des choses à revoir sur certains régimes, non Oui, il y a des choses. Il y a des choses à revoir. Bien sûr, il y a des choses à revoir. Pourquoi il y a le calcul sur 6 mois et les autres 25 ans et ça revient toujours, quoi. Il y a deux problèmes différents. D'abord, il y a le problème de la pénibilité. Il y a des emplois pénibles qui réduisent l'espérance de vie, et il y a également des emplois qu'on ne peut pas faire sérieusement après un certain âge. Ces métiers, il faut leur donner des conditions de retraite favorables, et donc les avantages des régimes spéciaux, il faut les étendre à toutes les professions, et il faut les cibler aux gens qui effectivement ont des conditions de travail pénibles. Il faut... Et d'ailleurs, ça existe déjà. Les routiers ont déjà un système qui fait qu'ils partent plus tôt à la retraite. Et si ce n'est pas le cas au métro de Marseille, il faut l'étendre au métro de Marseille. Et bien, il faut évidemment que ça ne bénéficie pas aux gens qui sont dans les bureaux, que ce soit EDF, etc. Il faut regarder. Et le grand défaut du gouvernement, c'est de ne pas avoir lancé avant une proposition sur la pénibilité où on tient compte précisément, métier par métier, quel est le taux de pénibilité. Quel est le taux de pénibilité. Ensuite, il y a des travaux du corps qui montrent que, grosso modo, jusqu'à présent, il n'y a pas d'écart important des taux de remplacement entre les fonctionnaires et le privé, parce que chez les fonctionnaires, jusqu'à présent, il n'y a pas de retraite sur les primes, et que par ailleurs, depuis 15 ans, le gouvernement, il n'augmente pas le pouvoir d'achat de l'indice des fonctionnaires, et du coup, les fonctionnaires, ils sont frappés comme ça. Voilà, donc... et dans le privé, il y a beaucoup, en fait, quand même, d'emplois aussi aujourd'hui qui sont moins bien payés qu'auparavant, parce qu'il y a une concurrence accrue, et là, c'est la même chose, quoi. Je vois pas le raisonnement est valable que dans un sens, mais si on prend dans sa globalité, dans le privé, il y a une concurrence qui est beaucoup plus forte et qui fait qu'il y a des salaires qui sont quand même beaucoup plus faibles qu'auparavant. Dans la fonction publique, les salaires ne baissent pas. Dans le privé, quand vous changez de boulot, vous pouvez baisser votre salaire. C'est exact. Et je veux dire, il n'y a pas actuellement, quand on regarde globalement, il n'y a pas de grande disparité, même si le type de calcul n'est pas le même, entre le public et le privé. J'ajoute, il y a un sujet dont on ne parle jamais, mais qui est marrant, c'est celui des retraites chapeau, qui n'existe pas dans le public. Non mais Henri Sterdignac, il faut tout dire, parce que là vous parlez... On dit tout. Non mais bien sûr, parce que là vous allez évidemment sur les calculs qui sont déjà effectués pour les gens qui sont en retraite, mais on sait aujourd'hui que depuis 10 ans, il y a un problème majeur. Une personne sur 2 qui arrive à la retraite ne travaille pas à partir de 50 ans. Et donc ces gens-là ont donc des niveaux beaucoup plus faibles. Et ça ne concerne pas le secteur public, ça concerne que le secteur privé. Et donc là, il est probable qu'il faut revoir les choses, quoi.
Non. Oui, bien sûr, il faut revoir les choses. Mais le problème, c'est comment on les revoit. Le problème, c'est qu'effectivement... On partage un peu la... Non, on le partage l'addition. problème, c'est qu'il y a un développement de la précarité chez les gens, et en particulier chez les gens de plus de 55 ans. Est-ce que la solution, ça consiste à dire... on va dégrader la situation des autres, ou est-ce que le problème, c'est pas de dire il faut offrir des solutions aux personnes de plus de 58 ans, par exemple. Il y a des gens qui ont 58 ans, ils n'ont pas droit à la retraite, de toute évidence, personne ne va les embaucher. Donc, il faut leur offrir une possibilité de partir à la retraite de manière décente, ou il faut leur offrir des emplois de dernier ressort. Il faut s'attaquer à la précarité dans le secteur privé, essayer de... Mais pas dire, c'est un prétexte pour toucher tout le monde, quoi. Bon, évidemment, Marie-Françoise Husson. Alors, je confirme tout à fait qu'il n'y a pas une telle disparité du taux de remplacement, c'est-à-dire la proportion de retraite perçue par rapport au dernier salaire entre les fonctionnaires et les salariés du privé, à partir du moment où on se situe dans des niveaux proches du plafond de la sécurité sociale, on va dire autour de 3 500 € par mois. Les gens normaux. Oui, voilà. Le bas du dernier décile de la catégorie de l'INSEE. Ensuite, moi, ce que je constate chaque fois qu'on parle avec des gens, c'est quand même que toute la problématique du système de retraite, c'est une sorte de reflet inversé de la problématique du travail et de la façon dont on le considère en France. Actuellement, en France, on n'a pas de vrai, entre guillemets, de vrai travail, de vraie profession avant 25-30 ans. Donc on commence à cotiser vraiment à 25-30 ans, et à 45 ans, on vous dit que vous êtes vieux, vous êtes senior, et que vous allez être mis sur la touche. Et à 55 ans, on vous met au chômage parce que c'est devenu une façon de gérer les catégories d'emploi seniors, entre guillemets, dans les entreprises. Donc par définition, on a un système qui marche sur la tête. Mais c'est pas le système de retraite actuel, qui est certes extrêmement complexe. Mais bien sûr, mais c'est la relation au travail. Oui, mais vous voyez, ça fait partie d'un ensemble plus vaste. Oui, le problème, c'est effectivement dans l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, il faut se battre pour lutter contre le précariat. Je veux dire, il y a de plus en plus d'entreprises tout à fait respectables qui font de la sous-traitance. Et donc, du coup, il y a une partie importante des emplois qui deviennent des emplois précaires. Et ça se généralise. Le critère du bon manager, c'est réussir à externaliser une partie importante de sa main-d'œuvre. Et naturellement, ça a des conséquences tragiques pour la retraite du privé. Est-ce que pour autant, il faut dire faudrait faire pareil dans l'enseignement, pour les fonctionnaires? Faudrait que chez les fonctionnaires, on ait de la sous-traitance ou pas? Je pense pas, quoi. Non, même s'il y en a déjà, ça a commencé. Il y en a déjà, c'est une tendance. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, et Marie-Françoise Husson, journaliste, chef du service droit et argent au magazine Notre Temps, qui propose toujours d'ailleurs des calculs, le magazine Notre Temps, sur calculer votre retraite, etc. Non mais c'est vrai. La retraite, c'est notre pilier. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est vrai, bien sûr. Et donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Je suis en train de préparer un hors-série retraite qui sortira en février aussi pour faire le point. Pas trop vite quand même à le préparer parce qu'on connaît pas, connaît pas toute la réforme. C'est pas du tout, c'est quelque chose de pratique, c'est un guide pratique et pas du tout un guide politique. En tout cas, on termine sur Twitter avec, est-ce que vous avez compris la retraite Twitter, 64% de non et Facebook 56% de oui. Alors on est assez équilibré. Dans un instant, le petit Lemoine, j'ai regardé dans son livre, c'est un dictionnaire. Il est pas si petit que ça. En tout cas, c'est le nom de son livre. Jean-Luc Lemoine. Le dictionnaire impertinent ou pertinent, autodérisoire sur la vie et ses côtés, c'est aux éditions First. J'ai regardé, à la lettre R, il n'y a pas le mot retraite. Non. Et je suis sûr qu'à mon avis, il l'envisage, mais dans tellement longtemps, il s'est dit, je veux surtout pas apporter de l'eau à votre moulin. Ou alors peut-être qu'il a été en retraite à 20 ans et puis qu'il travaille maintenant. On va lui poser la question. Voilà, on a plein de choses à lui dire. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h, c'est en direct, c'est le Grand Matin Radio, il est 9h47.